Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cash Confidence. Cette 4e saison, on l'a fait en partenariat avec Bourse-Banque. C'est un partenaire qui partage la même mission de rendre les finances accessibles et compréhensibles à toutes et à tous. Ensemble, on crée un espace où parler d'argent devient simple, clair et surtout utile pour toutes les femmes qui veulent parler d'argent sans tabou. Le temps des comédies romantiques a bien changé, et si on regarde les succès de cette année comme Les Matérialistes, on se rend compte à quel point dater aujourd'hui est beaucoup devenu une question d'argent avant même d'être une question d'amour. Alors est-ce que l'argent a aussi influencé nos relations sexuelles ? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui avec Lara, comédienne, psychosexologue, qui va nous en dire un peu plus sur ce phénomène de la place de l'argent dans le dating. Lara, bienvenue, on est super heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je suis comédienne et psychosexologue. Et en fait, c'est mon métier de comédienne qui m'a donné envie de devenir psychosexologue. J'ai compris plein de choses sur le corps, les émotions, le lien à l'autre. Et je me suis rendu compte qu'on était très peu à connaître tout ça. Et pourtant, ça sert tellement. Donc voilà, j'ai eu envie de transmettre ça. Et je trouve que dans les relations amoureuses, sexuelles, c'est quelque chose qui nous manque énormément, c'est le retour à soi. Et en ce qui concerne le retour à soi, je me suis aussi intéressée à tout ce qui est sociétal, à toutes les injonctions qui nous coupent un peu de nous-mêmes aussi. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est impact du capitalisme, l'injonction au bien-être aussi, et tout ce que ça peut produire sur le fait d'anesthésier les émotions, de se couper de notre corps. Voilà. Et justement, tu dis que l'argent s'invite dès le début des relations. À quoi s'attendre par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, en fait, il intervient dès le début des relations, mais pas forcément de manière palpable. C'est-à-dire déjà le lieu où on se rencontre, ça dit beaucoup de choses du capital. Est-ce qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre ? Quelle était la présentation de soi ? Par exemple, on voit les photos, la manière de se présenter, vestimentairement parlant, les voyages qu'on fait. C'est tout ça qu'on propose aussi sur le site de rencontre. Et donc, on ne va pas forcément choisir ses partenaires en fonction de ce qu'il a à apporter en tant qu'humain, mais aussi on va être influencé par son statut social, son métier. Donc, ça peut jouer aussi de ce côté-là. Et puis, dans la rencontre, quel est le lieu de rencontre qu'on choisit ? Ça donne aussi un indicateur au niveau du capital. Voilà, tout ça, ça joue. C'est pas forcément au niveau du portefeuille, mais dans tous les codes un petit peu invisibles de la rencontre. J'aime beaucoup tout ce que tu dis sur le capitalisme. Justement, est-ce que tu pourrais développer un peu plus sur comment est-ce qu'aujourd'hui le capitalisme façonne l'intime ? Est-ce que finalement on se retrouve aussi à benchmarker plutôt que choisir ? Qu'est-ce que ça change dans nos désirs aussi ? Je trouve que le site de rencontre, c'est justement le lieu par excellence pour parler de ça, puisqu'on est dans une dynamique où on choisit, on compare, on fait presque un investissement, on choisit des options sans forcément s'engager. Donc on va vraiment optimiser, trouver le meilleur partenaire pour soi. Donc on va aussi être influencé par tout un état d'esprit. C'est plus la question de l'argent, c'est le statut social, c'est la manière de se présenter, c'est les critères qu'on valorise aussi, la manière de se présenter soi, la manière qu'a l'autre de se présenter, et tout ça on va comparer, on va être dans une dynamique qui est presque devenue capitaliste aussi dans les relations intimes, dans les relations amoureuses. Et en plus de ça, je pense que c'est difficile d'éloigner le sujet de l'économie quand on parle de la relation, puisque ça fait très peu de temps que aujourd'hui le mariage c'est un mariage d'amour. Et encore, on parle d'un milieu qui nous concerne, mais c'est encore pas le cas partout dans le monde. Donc avant, on était dans un mariage d'intérêt. Donc déjà, on est quand même influencé encore par cet héritage aussi. Voilà. Et en parlant d'héritage, si on regarde très souvent dans la culture populaire, il y a ce mythe de la Pretty Woman où finalement c'est la femme qui va décrocher le jackpot, cet homme au bon statut social et qui a de la richesse. Est-ce que finalement ce benchmark est plus important et il y a plus d'enjeux pour les femmes que pour les hommes ou non ? C'est une très bonne question. Si on parle du site de rencontre, encore une fois, il y a une grande différence. Il y a beaucoup d'hommes qui payent
pour le site de rencontre, contrairement à la femme. Il y a vraiment une différence d'offre et de demande. Vous voyez, on parle encore de ces termes qui sont le champ lexical du marché. Donc, moi, je pense que ça concerne les deux dans ce cas-là. Je pense que en ce qui concerne tout ce qui a façonné le romantisme, l'image qu'on a des représentations, autant la femme que l'homme aujourd'hui sont concernés par tout ça. Et en même temps, quand on parle de presque le coût de la séduction, en fait, c'est tout un marché et qui ça demande beaucoup d'argent, souvent aux femmes. Donc, tout ce qui est, je sais pas, préparer les vêtements, lingerie, épilation, beauté, soins de beauté, ça coûte parfois beaucoup plus cher aux femmes qu'aux hommes. Même qu'il y a justement cette question de payer les applications de rencontres qui peuvent être plus payées par les hommes. Du coup, comment les coûts de la séduction, on va dire, peuvent un peu influencer les dynamiques des relations amoureuses. Oui, il y a vraiment une économie de la présentation. Ça joue beaucoup du côté féminin parce qu'au moment où les industries se sont développées dans la société de consommation, on est vraiment allé chercher ça au niveau de la présentation, que ce soit au niveau de l'esthétisme. Donc toutes ces industries aussi fonctionnent entre elles. L'industrie de la minceur, du régime, la mode, tout ça, ça génère beaucoup d'argent et la proie première, c'est la femme. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir les choses se rééquilibrer aussi, parce que l'idée, c'est d'offrir à tout le monde, d'ouvrir en tout cas beaucoup plus ce marché, que ça profite pas seulement à 50% de la population, il faut que ça soit encore plus rentable. Mais effectivement, la femme, elle a beaucoup plus d'injonctions. On va plus facilement prendre l'homme tel quel, sans forcément avoir besoin d'attente en ce qui concerne la présentation. Même si on parle de l'épilation, par exemple, ça a un coût. Tout ça, c'est beaucoup plus marqué, effectivement, chez le féminin. Et c'est vrai que parfois, dans certaines cultures aussi, ça ressort d'une manière beaucoup plus intense, qu'on aille en Chine, dans certains pays slaves. Pour le coup, il y a tellement de femmes qui vont dans ces écoles pour devenir, justement, pour correspondre à tous les critères de beauté chez les hommes. Finalement, est-ce qu'il y a un ROI à aller chercher avec en investissant sur soi et sur son physique? Est-ce que cette théorie peut être même plus intéressant parfois que d'aller travailler ou de faire d'autres choses? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, il y a une femme qui est très intéressante, qui est sociologue, qui s'appelle Eva Illouz, qui parle de capital sexuel. Et là, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a tout un investissement en ce qui concerne ces industries, parce qu'il y a un retour sur investissement derrière, c'est-à-dire que cet investissement, il est censé pouvoir nous offrir des rencontres, des relations sexuelles, et le retour sur investissement, c'est la confiance en soi, le bien-être, un épanouissement. On sait aussi que dans l'inconscient collectif, on valorise la présentation de soi, même si c'est pas conscient. On va avoir tendance à prêter beaucoup plus d'importance à quelqu'un qui a une bonne présentation, qui rentre dans les critères de désirabilité, de beauté. Et même sur le marché de l'emploi, une personnalité sexuelle, c'est une personnalité employable. Et justement, il y a aussi un autre sujet, c'est les différences de revenus, les différences de patrimoine entre hommes et femmes. Donc on a tout un épisode sur Cache Confidence dédié justement à l'amour et l'argent et ces différences dans l'économie. Mais est-ce que le fait d'avoir des différents revenus, ça peut créer une sorte de déséquilibre de pouvoir entre un homme et une femme? Oui, énormément. En fait, la plupart du temps, la personne qui gagne moins va être plus susceptible de s'occuper de tout ce qui est tâches ménagères, de tout ce qui est domestique, de s'occuper des enfants. Et donc, ça crée une autre forme de fatigue aussi. C'est comme un travail qui est non reconnu. Donc c'est beaucoup plus difficile de dire je suis pas disponible, je suis fatiguée, parce qu'il y a comme une redevabilité aussi. Qui va se traduire par de la douceur, de la tendresse, des relations sexuelles. C'est difficile de refuser.
Et justement, cette question d'être difficile de refuser, je me souviens que dans un épisode justement sur les inégalités hommes-femmes et l'impact au sein du foyer, il y a presque une compensation par les femmes par rapport au fait que c'est l'homme un peu le maître de l'argent, c'est lui qui va apporter de l'argent à la maison. Est-ce qu'on peut dire que ça peut arriver jusqu'à l'intimité, donc même les relations sexuelles, que ça peut créer une sorte de disponibilité, que je dois me rendre disponible à mon mari parce que c'est lui le provider de la maison? Oui, ça peut. C'est la personne qui gère les finances, c'est elle qui va décider aussi de l'organisation, de la manière de disposer du temps. Donc en fait, quand la personne qui gère les finances rentre à la maison, c'est le temps pour la relation sexuelle, pour le temps de l'affection. C'est pas forcément le timing de la personne qui travaille moins, qui est à la maison, qui a une autre fatigue aussi. Donc effectivement, ça va être une personne qui va être beaucoup plus décisionnaire. Après, tout ça, ça peut être remis en question aussi par la discussion et surtout le fait que ça soit pas tabou. En fait, la problématique, ça peut être le fait de retirer de l'autonomie à l'autre. Il y a une idée quand même que dans le couple, si on a décidé de fonctionner comme ça, on a décidé de fonctionner comme ça ensemble, à deux. Et c'est pas l'un va avoir plus de pouvoir parce qu'il y a plus d'argent et l'autre va suivre parce que sinon on est dans un rapport de force, en fait. Donc ça pourra peut-être moins fonctionner si on retire l'autonomie. Et si on ramène ça aussi à la situation plus limite des premiers dates, où en fait on tombe très souvent sur ce cliché de si l'homme paye le dîner, dans ce cas-là, en vrai, je dois plus ou moins aller chez lui, ou si je refuse d'aller chez lui, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je le laissais payer ? Et à ce moment-là, on n'a pas encore la possibilité parfois d'avoir ce dialogue et d'en discuter. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la meilleure réaction possible dans ce type de cas de figure ? L'important, c'est le questionnement avec soi-même. Que la responsabilité de l'autre lui appartient. S'il a envie de m'inviter, il m'invite et j'ai pas besoin de devoir quoi que ce soit en retour, en fait. Ça reste très important. C'est encore ces dynamiques marchandes qui alimentent nos états d'esprit. Dans nos relations de tous les jours, on est dans un rapport d'échange. On a du mal à accepter que les choses puissent être complètement gratuites ou juste qu'on puisse avoir un échange qui soit pas économique. Donc c'est vrai que ça prend une autre valeur et le tout, c'est de re-questionner tout ça. Mais je trouve que c'est parfois un peu difficile de remettre en question si on vit dans une société inégale, si on a grandi avec une mentalité que ma mère a eu des rapports d'inégalité par rapport à mon père, et justement ça peut sembler naturel. Donc comment est-ce qu'on peut identifier des signaux, des choses on doit changer par rapport à la relation que je veux avoir avec mon conjoint, qui n'était pas forcément la même relation que mes parents ils ont eue parce que c'était dans un contexte de beaucoup plus d'inégalités. Comment on peut identifier ces choses et changer même ma perception? Et pour compléter sur cette question-là aussi, comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on peut trouver des modèles plus sains ? Parce que très souvent, en fait, finalement, les modèles que nos amis vont avoir vont être aussi assez similaires. On a récemment discuté avec une amie et parfois, on n'a pas accès. Où est-ce qu'on trouve ces modèles ? Je pense qu'il n'y a pas assez de modèles, justement, encore, parce que c'est très nouveau aussi, ces questionnements. Le fait qu'on soit deux personnalités qui puissent être indépendantes ou alors de choisir que ça soit plus, si on parle des couples hétérosexuels, plus l'homme qui va travailler, ramener l'argent à la maison, ça peut être aussi l'inverse, en fait. Et on n'a pas assez ces représentations encore, malheureusement. Ça se re-questionne. Aujourd'hui, on le fait, là, ensemble. Donc on re-questionne tout ça. Mais effectivement, les représentations manquent encore. Et même outre les représentations familiales, il y a aussi souvent, on a parlé depuis le début, mais ce bagage culturel, si on regarde toute la littérature, si on regarde tout le cinéma, partout ressortent à chaque fois des relations inégales et c'est très très rare. J'aurais même pas d'exemple là actuellement de films, séries ou livres où la relation était égalitaire et ils sont aussi de plus en plus monétisés. Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire tous ces biais ? Est-ce qu'il y a des moyens un peu d'y réfléchir ? C'est quoi les questions qu'on peut se poser pour sortir de tout ce qui a été inculqué en nous ? Oui. Alors, déjà, pour revenir, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un auteur, Maupassant, qui a un petit peu inversé les choses avec Bel-Ami, où c'est un homme qui gravit les échelons à travers les femmes. Et je trouve ça très intéressant aussi, lui, à son époque, d'avoir déjà re-questionné ça. Aujourd'hui,
la question, elle doit se poser au sein du couple. Je pense que c'est tout d'abord en comprenant que ça peut être un sujet qui n'est pas tabou. Qu'on peut faire, au lieu de faire 50-50, on peut faire chacun 100%, 100%. En fait, c'est dans quelle direction on va ensemble. Il n'y en a pas un qui est délaissé en fait dans cette dynamique où on est dans une forme de discussion pour essayer de trouver un arrangement qui puisse aller à tout le monde. Et justement, par rapport à ce 50-50, c'est un peu une question qui revient à tous les épisodes. On parle très souvent. C'est quoi le bon modèle ? Est-ce que c'est du 50-50 ? Par rapport à quoi est-ce qu'on définit qui met quoi et comment ? Est-ce que toi, en tant que sexologue, dans ta pratique, quand tu vois parfois des couples où tu reparles de cette répartition d'argent, ou c'est pas du tout des questions qui interviennent en consultation ? Si, beaucoup, oui, effectivement. Peut-être que c'est un peu plus caché parfois. On parle de tout ce qui est charge domestique, la répartition des tâches, mais je trouve que ça s'entremêle aussi, hein, ça va ensemble. Il y a tout ce qui est invisibilisé et qui est du travail, puisque c'est du temps, c'est de l'énergie, ça coûte. Et à cet endroit-là, c'est important qu'il y ait du 50-50, qu'on participe ensemble. En tout cas, si on veut tous les deux être disponibles pour se retrouver, parce que sinon, c'est un petit peu plus difficile. En ce qui concerne l'argent, là, ça va être du cas par cas aussi. Il faut savoir que si on prend vraiment un cliché de l'homme qui a plus d'argent, qui travaille et qui investit, lui, il va avoir un capital si jamais il se passe quoi que ce soit dans le couple. La femme qui va participer d'une certaine manière parce qu'elle gagne un petit peu moins, ça va être les courses, ça va être tout ce qui est domestique, elle repart sans rien s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est pas la même chose. C'est la voiture, c'est la maison, c'est important de re-questionner aussi que chacun puisse avoir une sécurité si jamais il y a quoi que ce soit. J'imagine que la première étape, c'est justement d'ouvrir ce débat et parler de l'argent et des répartitions, que c'est pas juste on se dit que c'est 50-50 parce que ça passe une idée d'égalité, mais s'il y a des revenus différents, c'est peut-être le moment de parler et voir quelque chose qui peut apporter plus de sérénité par rapport au couple. Et c'est très tabou, je me rends compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas le montant de ce que gagne son partenaire. En fait, on discute pas de ça, c'est extrêmement tabou. Et moi, mon cabinet, c'est l'espace pour accueillir l'intime, pour accueillir le tabou. Donc c'est l'espace parfait pour pouvoir re-questionner tout ça. C'est marrant parce que ça va un peu en lien. On avait fait un épisode avec Virginie qui intervient beaucoup sur les questions d'achat immobilier. C'est une courtière. Et elle nous disait très souvent que la première fois que des couples ont des discussions sur ce qui gagne combien, c'est dans son cabinet. Et parfois, ils vont juste écrire sur une feuille de papier et l'avancer quand ils n'ont pas envie de le dire à l'autre. Mais c'est marrant aussi que ça puisse aussi parfois se retrouver finalement même en salle de consultation d'un sexologue où là, pareil, tu sais, ça reste une question fondamentale que tu as besoin d'aborder pour ensuite te construire en tant que couple. Et ils se rendent pas compte à quel point ça a un impact en fait sur leurs problématiques. Ils viennent me voir, ils veulent résoudre quelque chose et ils se rendent pas compte que peut-être bien de passer par là aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas forcément aux mêmes endroits dans la relation et que pour avancer ensemble, il va falloir mettre à plat et re-questionner. Et justement, par rapport à ça, quels sont un peu les blocages, on va dire, les plus souvent par rapport à l'argent que les femmes, les hommes parlent dans ton cabinet ? Parce que je pense qu'il y a aussi cette question que tout le monde a déjà posée de j'ai quelque chose dans ma tête. Est-ce que je suis la seule à penser comme ça ? Et j'ai presque peur de le dire parce que peut-être c'est que moi qui pense comme ça. Donc, quels sont un peu les blocages, surtout pour que plus de femmes puissent se retrouver dans ces questionnements ? La plupart du temps, ce sont les femmes qui viennent avec ces sujets, que ce soit conscient ou inconscient. C'est tout ce qui est charge mentale, en fait. C'est souvent la femme qui va organiser, qui va venir créer un espace qui soit propice à la relation sexuelle. Donc la relation sexuelle, la relation intime, le fait de se retrouver de manière un petit peu plus large, c'est un moment qui se prépare. Et c'est souvent la femme qui va préparer, qui va planifier, qui va aussi prévoir la charge contraceptive. Ça, on en parle aussi. Ça reste de l'argent, ça reste du temps, ça reste un impact pour le corps. C'est beaucoup plus pris en charge par les femmes que par les hommes, même si on re-questionne ça. Donc voilà, c'est des choses qui viennent en consultation aussi à cet endroit-là, c'est la charge mentale, je ne suis pas disponible, est-ce que j'ai un problème, sans se rendre compte que y a peut-être des raisons pour lesquelles en fait, il y a des choses à rééquilibrer en amont. Après, je vois aussi à quel point tout ce qui est statut social, ça a un impact en termes de stress.
c'est le stress financier, ça joue aussi sur la manière qu'on a de se percevoir, l'estime de soi, ça rentre dans la performance. Donc on peut retrouver aussi des problématiques d'érection chez les hommes quand ça va moins bien au travail par exemple, parce que je suis moins performant, et je suis moins performant au travail et ça se généralise, je suis moins performant ailleurs aussi. Donc il y a toute cette question de stress, de fatigue, c'est les premières questions que je pose moi quand je reçois au cabinet. Quelle est la charge de stress, comment on se sent? Parfois les gens ont du mal à répondre aussi parce qu'on a accepté, banalisé un stress permanent. Comment est le sommeil? Est-ce qu'il y a une activité physique sportive? Enfin voilà, tout ça, ça me donne plein d'éléments aussi. Et parfois aussi, en ce qui concerne l'argent, ça reste un prétexte pour ne pas qu'il y ait de relations sexuelles aussi. Faut pas oublier que ça peut aller dans les deux sens. C'est aussi, j'ai la tête trop prise, j'ai trop de travail, donc j'ai pas le temps pour ça. Parfois c'est un prétexte. Parfois il y a d'autres choses qui se cachent derrière et c'est une manière de justifier. Et tu le disais très clairement et très bien que la fatigue et le stress c'est finalement l'ennemi numéro 1 du désir. On voit beaucoup de stats qui remontent, qui disent que les femmes aujourd'hui ont moins de désir, que les couples ont moins parfois d'interactions et de relations. Est-ce que tu penses que le capitalisme, en induisant encore plus de stress financier et en introduisant aussi cette pression sur les femmes d'avoir de l'ambition, de gagner autant que les hommes, a aussi réduit la part de désir dans la population ou pas? C'est tout un état d'esprit qui est de l'ordre de la performance, où ça va très vite, ça s'arrête jamais. Le désir, il a besoin d'espace. Il a besoin de sécurité, de disponibilité pour prendre place. Donc effectivement, si on ne s'offre pas ces espaces-là, le désir n'a pas la place. Le mode survie n'est pas propice pour le désir. Et quand je parle de disponibilité, c'est la disponibilité émotionnelle comme la disponibilité physique aussi. Donc y a ça effectivement. Et en ce qui concerne les femmes, comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est épanouissement dans le travail, réussite, mais il y a aussi tout ce qui est non reconnu. Si on parle d'un couple où il faut gérer les plannings, où il faut gérer les rendez-vous médicaux, où il faut gérer l'organisation, voilà, c'est un double emploi. Et je pense que l'égalité homme-femme dans le travail ne pourra pas se régler tant qu'on n'aura pas remis un petit peu plus en lumière aussi tout ce travail qui est encore trop pris en charge par les femmes. Et ça, c'est aussi dans nos manières d'être éduqués socialement, en fait. On donne pas les mêmes clés aux petits garçons et aux petites filles. Et je pense que beaucoup pourront se reconnaître, et je me rends ce que tu dis aussi, dans une société ultra performative où on n'a jamais le temps. Mais du coup, c'est quoi la solution? Parce que, mine de rien, on n'arrive pas à en sortir, on est un peu emprisonné là-dedans, on est tous, je pense, fatigués. Le soir, on a tous plein de to-do list mentales et on a tous une pression financière. Dans tout ça, quels sont les premiers petits pas qu'on peut faire pour commencer à construire un espace pour une relation plus saine et pour du désir? C'est toute l'organisation qu'il faut remettre en question. C'est savoir à quel endroit la performance me sert et à quel endroit elle me dessert. C'est aussi rééduquer ce va-et-vient, c'est-à-dire je peux être très performante dans mon travail, mais je peux aussi apprendre à lâcher la performance ailleurs. Et je pense que d'ailleurs ça va se nourrir. C'est-à-dire plus je m'autorise à lâcher et plus je serai performante aussi, parce que à tout le temps tirer comme ça, à un moment donné, ça tient pas. On a besoin du lien, on a besoin de pause. Et les premières choses que je pourrais donner comme clé, c'est apprendre à créer des espaces où on s'autorise à ralentir, où on se donne des rendez-vous, par exemple. C'est dans mon emploi du temps. Ça reste mon langage. Effectivement, j'ai plein d'autres choses à gérer, mais là, ça, c'est autant important. C'est une manière aussi de prioriser. On hiérarchise, on se dit que la relation intime, elle est moins importante, ou alors elle viendra après. Et tout ça, c'est remettre un petit peu les choses dans l'ordre, remettre de l'importance aussi dans le lien qui pourrait s'étioler aussi à force. Donc tout ça, c'est on prend rendez-vous pour se retrouver, peut-être sans téléphone, peut-être sans penser au reste. Et c'est aussi une manière de se faire confiance. Je pourrais tout bien gérer plus tard. Et justement, ce lâcher-prise, il peut être parfois difficile
pour plein de femmes et surtout je pense qu'il y a de plus en plus cette pression sur les femmes de tout réussir, donc d'être la personne qui va gérer à la maison, mais d'être la personne aussi qui va performer dans sa carrière. Donc pourquoi est-ce que c'est vraiment le cas des femmes perçues plus indépendantes, qu'elles ont plus de mal à vraiment lâcher prise pour les relations intimes? Effectivement, encore une fois, cet état d'esprit de maîtrise de soi, on a valorisé une maîtrise utilitariste aussi, il faut que ça soit utile. L'espace de l'intime, dans nos têtes, c'est tout sauf utile. Donc, avec cet état d'esprit aussi, on a mis de côté les émotions parce que ça ne sert pas la société. Surtout les émotions dites négatives. Donc on anesthésie les émotions, on anesthésie le retour au corps. Et donc à ce moment-là, effectivement, lâcher prise, ça devient plus compliqué. Le néolibéralisme n'est pas du tout aidant pour ça. Et en entrant aussi un peu dans le cliché, cette figure de Wonder Woman, elle est presque masculine. Et est-ce que finalement, en ayant favoriser une figure qui était de moins en moins féminine en tant que figure de réussite aussi pour les femmes, on a aussi en quelque part nié une forme de sexualité. Est-ce que ça aussi, ça a un impact là-dessus? Alors, on a peut-être nié le fait que les hommes et les femmes, biologiquement, ne sont pas les mêmes. Ils ont le droit d'être égaux en droit, en finance, tout ça, ça devrait pas être remis en question. Mais biologiquement, Wonder Woman, elle a pas des cycles. Elle est tout le temps performante de la même manière. Je sais pas si elle tombe enceinte. Enfin voilà, elle porte effectivement cette femme hyper disponible, en capacité de tout gérer. Mais le fonctionnement du féminin, il est pas comme ça. Et je pense que le travail tel qu'il est organisé aujourd'hui, il est un peu fait par et pour les hommes. Il n'est pas assez adapté. Et donc ça crée une suradaptation de la part du féminin qui, effectivement, pour réussir, a envie de pouvoir aussi faire la même chose. Et en fait, ça demande une énergie supplémentaire. Et justement, le fait de faire plus d'efforts pour créer de liens, pour créer cet état d'esprit pour les relations, et que souvent, c'est concentré pour les femmes de vraiment faire cet effort, est-ce que c'est possible de justement utiliser plus la créativité, mais sans passer par l'argent? Est-ce que pour créer de l'intimité aujourd'hui, d'une façon plus équitable et plus saine pour les deux, dans un monde inégal, il faut passer par des solutions sans argent? Alors, effectivement, il y a une économie du loisir. Je pense encore une fois à l'industrie qui a aussi géré le romantisme. On a tous une idée, même la Saint-Valentin, ça nous a véhiculé aussi des idées de romantisme. Il faut sortir dans des restaurants assez chics. Il faut pouvoir faire des activités qui sont coûteuses pour donner une valeur au couple. Tout ça, voilà, c'est très imprégné dans nos imaginaires. L'idée, c'est de pas forcément se détacher de cet imaginaire du romantisme, pourquoi pas jouer avec. Et tout ça, on peut le recréer à la maison, effectivement. On peut jouer avec la lumière, les bougies, créer un espace un peu tamisé, de la musique. Même peut-être, ce que je recommande parfois, c'est de changer les meubles de place pour créer un nouvel espace. L'idée, c'est de recréer de l'extraordinaire dans le quotidien. Et tout ça, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, il n'y a pas besoin de faire garder les enfants, parce que ça aussi, s'il y a des enfants aujourd'hui dans la modernité, on valorise aussi une forme d'individualisme où il n'y a plus toute la famille qui vient pour nous soutenir, on doit tout gérer tout seul aussi. Donc effectivement, il y a ça, il y a plein de choses qu'on peut proposer. Si on se détache un petit peu des codes du romantisme, on peut essayer d'aller demander à l'autre qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, comment on peut créer un espace de loisir à la maison, le massage intentionnel aussi. Pas besoin d'aller au spa. On peut aussi, même si on n'a pas forcément été formé au massage, donner un massage intentionnel, sensuel, dans une ambiance qui soit différente de celle du quotidien. Je me permets juste, en plus je trouve que le massage, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi des exemples des hommes, on a aussi un système, un imaginaire sexuel, et je te laisserai me corriger là-dessus aussi, qui est très basé aussi sur le fantasme masculin.
et où les choses sont quand même très performatives, vont très vite et passent souvent aussi par la pénétration et pas par tout ce qui se passe avant, qui reste important pour la femme. Et mais de rien, ce qui est bien aussi avec le massage, c'est que ça force les deux à prendre le temps et en fait quelque part aussi expliquer à l'homme ce que la femme pourrait attendre et un peu déplacer aussi quelque part le référentiel. Complètement. Complètement. C'est vraiment ce que je propose aussi aux couples qui ne se détachent pas forcément d'une sexualité pénétrative. Effectivement, le massage, le fait de redécouvrir le corps, de revenir dans la lenteur, ça permet aussi une présence à soi, de revenir en pleine conscience. Ce que j'aime aussi, c'est proposer des huiles qu'on a choisies ensemble. Tout ça, ça va aussi permettre de stimuler les sens, la lumière, la musique. Enfin, voilà, tout ça, c'est aussi propice pour revenir sur de la pleine présence, de la pleine conscience. C'est vraiment au niveau du sensoriel que ça va se jouer. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit sur la sexualité non pénétrative, parce que je trouve que c'est intéressant dans le cadre du podcast. C'est qu'on sait que la sexualité non pénétrative est beaucoup plus pratiquée dans les milieux sociaux aisés. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des milieux qui sont beaucoup plus capables de re-questionner aussi les codes, qui ont des ressources, qui ont le temps, en fait, surtout. Et donc, ça crée aussi, si on parle des rapports de force, de pouvoir, je dis absolument pas que la pénétration, c'est un rapport de force, mais dans l'imaginaire, ça peut l'être encore beaucoup, et ça demande de re-questionner. Et ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande savoir aussi par où je commence. Est-ce que je vais voir une sexologue ? Est-ce que j'ai des lectures ? Est-ce que j'ai des podcasts ? Enfin voilà, c'est pas évident de s'y retrouver aussi. C'est clair, et surtout ça me fait penser, est-ce que justement le fait de pouvoir se permettre de contacter une professionnelle ou même juste quotidiennement de créer ces moments de plaisir, est-ce que c'est pas forcément c'est pas justement un privilège de trouver du temps? Donc j'imagine qu'il y aura des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire ça serait bien de mettre dans mon agenda un bloqueur justement pour passer du temps avec mon conjoint, mais je peux pas me permettre. Je peux pas trouver de temps. Donc comment justement créer cet effort et créer ce temps et le voir comme une priorité et pas justement un privilège de riche. Déjà, on va prendre une douche. On prend peut-être 10 minutes pour prendre une douche. Déjà, se reconnecter à la sensorialité pendant qu'on prend la douche, ça permet de se rendre compte que ces moments sont essentiels. Remettre de la pleine conscience là-dedans, dans ce moment qui est un moment qui est ritualisé, qui est quotidien. Ça prend 10 minutes. Et sur ce moment de douche, ça va être de la pleine conscience. C'est-à-dire que je vais être attentive à la température de l'eau. Je vais peut-être pas me laver comme d'habitude dans le même... on se lave tous de manière un peu automatique. On va commencer par les mêmes membres, on va finir par les mêmes. Voilà, c'est l'odeur du savon et peut-être aussi proposer à son partenaire de venir avec nous. En fait, c'est des moments du quotidien qui peuvent changer un petit peu si on y remet de la conscience. Et je pense que c'est quelque chose à rééduquer. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance aussi à prendre ce temps, qu'on peut donner aussi l'excuse du c'est difficile de trouver du temps. Je pense qu'on peut rééquilibrer, tout dépend de ce qu'on veut, en fait, ça reste des choix aussi, et que même sur 10 minutes, ça peut déjà ouvrir des nouvelles perspectives. Et je sais pas si tu peux en parler, c'est des sujets aussi... parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de kinks qui sont liés aussi à l'argent, et est-ce que tu considères qu'il y a aussi cette forme de société capitaliste, elle a aussi créé de nouvelles choses, parce que je pense notamment... on a discuté avec un ami qui m'avait dit, en fait, la plupart des Wonder Woman, justement, elles cherchent la soumission. Et en fait, on parle aussi de plus en plus de communauté BDSM et toutes ces choses-là. Est-ce que ça a aussi introduit de nouveaux fantasmes, de nouveaux kinks, de nouvelles choses qu'il faut aussi admettre, réaliser et qu'on peut aussi réaliser en couple ? Oui. Alors, il y a une érotisation de la personne de pouvoir, ça c'est évident, et on le voit dans nos représentations, que ce soit le patron, le leader. Il y a une recherche de transgression aussi derrière ça. Mais ça peut être aussi juste l'admiration, la sécurité, la stabilité. Tout ça, ça participe à une forme d'érotisation aussi, et de jeu avec le pouvoir, la domination, la soumission. En fait, pour moi, tout ça, c'est des questions de transgression. La sexualité, c'est un lieu de transgression. C'est un endroit où on peut mettre pause sur les conventions, les règles, et aller expérimenter aussi qui je suis en dehors de moi, ou quelles sont les autres parts de moi qui existent aussi. Et bien sûr, dans un cadre de bienveillance, de sécurité, tout est possible à cet endroit-là. Et je pense que la sexualité, c'est aussi un lieu pour re-questionner la société.
Justement aussi les choses qu'on subit, les choses qu'on nous impose, comment en fait je peux me les approprier pour avoir comme une maîtrise dans le jeu. Ok, on me donne ce rôle, je vais jouer avec et je vais me l'approprier. C'est aussi une manière de s'extraire du rôle qu'on nous a donné. Et justement, en parlant des rôles de pouvoir, je trouve que c'est une thématique qui est extrêmement intéressante, et cette forme d'érotisation de la figure de pouvoir, on voit quand même beaucoup dans l'imaginaire collectif toujours la figure de la secrétaire, la figure aussi de la prof, et parfois le CEO. En fait, comment ont été construites ces figures d'autorité? Est-ce qu'elles sont sexualisées? Comment est-ce qu'on peut aussi s'en sortir? Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une forme d'égalité à apporter dans cette forme d'érotisation pour qu'il y ait enfin aussi plus de formes d'égalité dans la société? Oui, complètement. Dans les représentations, c'est là où ça doit se jouer. Aujourd'hui, on voit, par exemple, au cinéma, beaucoup plus de femmes réalisatrices qui ont à cœur d'inverser les rôles. On l'a vu dans... c'est le dernier film avec Nicole Kidman, il me semble, Baby... Ouais. Oui, c'est ça. Il y a une tentative, même si encore une fois, là, on reste dans des grands clichés. L'idée, c'est de revenir quand même à quelque chose qui soit un petit peu plus équilibré, mais c'est à travers les représentations que ça va se faire dans le cinéma et dans notre héritage. On a quand même beaucoup le regard masculin. On parle de male gaze. Encore une fois, c'est par les hommes et c'est pour les hommes. Les femmes ne sont pas filmées de la même manière. Donc ça crée aussi... tout un imaginaire érotique, que ce soit les femmes, quand elles regardent ces films, elles voient des hommes qui sont valorisés pour leur statut social et elles voient des femmes qui sont des objets de désir. Donc c'est comme une économie du regard aussi à revoir. Et je pense même que la société est en train de changer. C'est presque comme ça ne change pas si vite. Et je vois beaucoup de femmes qui, justement, vont à une psy, travaillent sur elles, ont beaucoup de réflexions par rapport à tous ces sujets. Mais j'ai l'impression que parfois, c'est des réflexions qui sont beaucoup plus faites et pensées par des femmes. C'est presque comme si les femmes, dans un cercle social, se disent « mais nous, on évolue beaucoup plus que les hommes ». C'est presque comme si les femmes sont trop thérapeutisées, on fait trop de thérapie, et les hommes pas à ce même niveau-là. Et il y a de plus en plus cette peur de, une fois que j'ai trop réfléchi, une fois que je suis trop indépendante, je vais trouver personne. Surtout dans les relations hétérosexuelles. Donc, est-ce que... comment tu vois ça, le fait justement d'avoir cette peur parce que je suis trop indépendante? Moi, je suis un peu moins pessimiste sur l'idée que ce ne sont que les femmes qui font ce travail-là. Effectivement, c'est largement représenté par les femmes. Et je pense que les choses changent un petit peu. De plus en plus, ça se démocratise, la thérapie, le bien-être. Les hommes aussi prennent de plus en plus cette place. Moi, dans mon cabinet, je vois, je pense, autant de femmes que d'hommes. Donc après, la sexologie, c'est encore un petit peu différent. C'est aussi un endroit où le corps nous met face à nos propres limites. Et on n'a plus le choix. En fait, on arrive déjà à un stade où il faut consulter pour que ça s'arrange. Moi, c'est le terme « trop indépendante » qui me questionne. Qu'est-ce que ça veut dire être trop indépendante ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour l'autre ? Est-ce que j'ai aussi barricadé ? Quelles sont peut-être les insécurités que j'ai eues en amont pour devenir trop indépendante, pour me dire que je vais tout gérer toute seule aussi, que j'ai pas besoin de l'autre ? Je partirais aussi du principe que on a toujours quelqu'un en face de nous, on trouvera toujours quelqu'un en face de nous qui pourra nous accepter tel qu'on est. Peut-être que c'est pas forcément la personne qu'on va rencontrer à tous les coins de rue, mais je pense que on a beau être indépendant, voire trop indépendant financièrement, on reste des êtres humains dépendants de notre manière, et c'est ça qui fait de nous des humains en fait. On est comme des grands prématurés, on a besoin d'amour pour survivre, on a besoin de nos parents d'abord, qui sont nos premières figures d'attachement, et je pense que ça c'est une dépendance saine,
Et d'ailleurs, c'est Christophe André qui parlait d'interdépendance dans le couple comme la clé du bonheur. C'est comment l'autre peut m'aider aussi à rencontrer l'altérité qui existe en moi. Et je pense que tout ça, ce sont des questions à travailler sur les croyances limitantes par rapport aux représentations, justement. Qu'est-ce qui t'a fait croire que, parce que tu es trop indépendante, personne n'est capable d'accueillir ça chez toi ou alors quelles sont les peurs derrière? Voilà, c'est vraiment là-dessus que j'irais. Et je pense que ça revient presque à les bases d'une relation amoureuse. Parce que avant, on peut se dire l'homme n'a plus rien à apporter à une femme qui peut se payer, qui n'a pas besoin économiquement d'être avec cet homme, mais quand même elle choisit d'être avec lui. Donc c'est presque une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus égalitaire, le fait que chacun est indépendant économiquement, mais pas d'une façon amoureuse. Et c'est justement ça qu'on cherche dans une relation amoureuse. Pas quelqu'un qui va me payer des factures, mais justement quelqu'un qui va être là pour justement la relation émotionnelle. Oui, après l'idée c'est que cette hyper-indépendance ne soit pas aussi, ne tombe pas dans les écueils de l'hyper-productivité, l'hyper-performance. Voilà, faut voir aussi quelles sont les dynamiques qu'il y a derrière. Est-ce que ça me permet d'être disponible ou est-ce que ça m'emmène vers toujours plus aussi? Et après, si on regarde les chiffres, on en parlait dans l'épisode précédent avec Lucille, mine de rien, un couple où la femme gagne plus que l'homme a 2 fois plus de chances de divorcer, contre les couples où l'homme gagne beaucoup plus que la femme, il n'y a quasi pas de chances de divorce. Donc mine de rien aussi, il y a aussi, tu disais tout à l'heure que tu as de plus en plus d'hommes qui aiment, mais il y a aussi quand même un biais que d'accepter en tant qu'homme aussi de venir voir un sexologue. Donc il y a quand même aussi des choses dans les stats qui sont aussi plutôt pessimistes en soi. Mais les choses ont tendance à bouger, quand même. Effectivement. Oui. Ouais, moi, je vois de tellement belles choses au cabinet avec des personnes qui sont tellement prêtes à ouvrir et à re-questionner. Après, effectivement, j'ai un biais. C'est mon cabinet à Nation. Enfin, voilà, j'ai la population aussi qui vient me voir. Et peut-être que les personnes qui ont des difficultés à trouver de l'équilibre ne sont pas forcément des personnes qui vont se questionner ou qui vont aller consulter, peut-être. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu mentionnais du coup que quand on crée une forme de stabilité dans un couple, et que les deux se rendent accessibles et disponibles, c'est là qu'on peut créer ces moments de désir et d'intimité. Et pourtant, quand on regarde l'étymologie aussi du mot désir, c'est tu cherches un peu ce que tu ne pourrais jamais trouver. C'est que c'est un terme qui aussi en soi assez angoissant. Et pareil, dans la représentation collective, le désir, c'est sauter d'une falaise, prendre 50 000 risques. Comment est-ce qu'on concilie cette prise de risque avec une vie justement plus stable où on peut réussir à trouver du temps pour ça? Comment est-ce qu'on construit ça? Effectivement, le désir, c'est... on désire soit ce que l'autre a, c'est ça qui nous donne envie, soit ce qu'on n'a pas, qui est à distance de nous. L'idée, c'est de recréer ça. Effectivement, dans les premières fois, quand on s'est rencontrés, il y avait des rendez-vous et le désir avait le temps de naître parce qu'il y a un rendez-vous qui est placé à ce moment-là dans la semaine et donc il y a de l'imaginaire, on pense à ce moment qui va arriver, il est encore à distance de nous, mais il s'approche. Pour moi, l'idée, c'est de retrouver ça aussi au sein du couple, se donner des rendez-vous. Ça permet aussi de projeter, d'imaginer, de remettre de la place en fait pour l'imaginaire. Créer ces espaces extraordinaires, un petit peu comme je disais. On a pris rendez-vous pour nous. Après, peu importe ce qui se passe dans ce moment, mais c'est un moment qui est propice à la rencontre, puisqu'on l'a désiré, on a eu le temps de le désirer. C'est génial. Et je pense qu'on pourrait passer encore des heures à parler de ce sujet, mais malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Et on a une dernière question, que justement, on a des cartes qu'on appelle, c'est un peu les cartes contre les tabous de l'argent. Okay. Donc, je t'invite à piocher une carte au hasard. Au hasard. Et pour pouvoir la répondre. Hop. Je la lis ? Ouais. Quand tu bloques sur un sujet lié à l'argent, est-ce que tu as une astuce pour dépasser ce blocage ? Si oui, c'est quoi ? Je dirais encore une fois prendre le temps. On a tendance à penser qu'il faut ruminer pour trouver une solution. On a vu que tous les grands scientifiques ont trouvé les clés au moment où ils s'y attendaient pas, au moment où ça a laissé décanter.
Je pense que c'est se poser sur un temps, un espace-temps, peut-être créer une sorte de vision board avec les besoins. Peut-être ce que ça me coûte, est-ce que j'en ai vraiment besoin, moi je suis vraiment dans la créativité, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les images, donc les choses qui nous parlent, voir quelles sont les couleurs qui nous parlent aussi, les images, peut-être que ça peut aider de visualiser ça pour répondre à ces questions. Merci beaucoup Lara. Si on a envie de te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs? Alors j'ai mon compte Instagram. Malheureusement, on parlait d'Instagram et toutes ses limites, mais ça peut être aussi du bien. Lara.Baccar. Et puis sinon, j'ai mon site internet aussi, Lara Baccar, psychosexologue. Super. Merci beaucoup d'être venue et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'épisode. Et merci encore à Boursorama qui nous permettent de faire l'épisode dans de si bonnes conditions. Et on espère que cet épisode nous a permis une fois de plus d'avancer vers cet objectif commun qui est de réduire les tabous liés à l'argent. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Vous avez aimé cet épisode? Retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.